Purpose is fine and boundary. Okay, Houston, I'm on the port. That's one small step. Purpose is fine and boundary. Okay, Houston, I'm on the port. He's got 9 steps to go before he hits. Catherine Loubet vous présente Envol et Sillage, des interviews et des reportages sur l'aéronautique et la marine. Nous sommes sur l'aéroport de Cannes, c'est la raison pour laquelle vous entendrez parfois des bruits d'avions. Comme par hasard, pour une émission aéronautique, on ne peut pas mieux faire. Je vous souhaite une très bonne écoute, Catherine Loubet, sur YouTube Envol et Sillage. Aujourd'hui, nous allons parler de Antoine de Saint-Exupéry. C'est un nom qui est bien connu, bien sûr par le Petit Prince, mais pas que. Et pour ce faire, nous recevons Monsieur Philippe Young, qui est un historien, un ingénieur, un pilote. Je suis certes ingénieur et pilote, mais pas historien, car je n'ai pas de diplôme d'histoire. Alors, et cependant... Mais très intéressé par l'histoire, effectivement, de longue date. Et nous avons déjà eu le plaisir de faire 2 émissions sur Roland Garros. Et bien sûr, aujourd'hui, donc Saint-Exupéry. Pourquoi Saint-Exupéry ? Il est déjà bien connu. Il y a des choses peut-être dont on n'entend pas toujours parler ou méconnues. Comme toujours dans nos émissions, nous mettons en lumière justement les pilotes, l'aviation et aujourd'hui, donc Antoine de Saint-Exupéry. Monsieur Philippe Young, pourquoi ce thème ? Alors en fait, je suis rentré en Saint-Exupéry par le plus grand des hasards parce que j'ai fait partie de l'équipe qui a identifié l'épave de son avion. Et donc il a disparu en 1944 et il faudra attendre très longtemps avant que l'on puisse retrouver les restes de son avion. Donc vous avez fait partie de l'équipe justement qui a retrouvé l'épave. Bien sûr, on en parlera. Mais là, nous allons remonter le temps. On va parler de Antoine, le petit Antoine, il est né à Lyon. C'est effectivement un Lyonnais, il est né le 29 juin 1900 à Lyon et en fait très tôt il va s'intéresser à l'aviation ou du moins à ceux qui volent. Il va notamment faire des expérimentations avec une bicyclette plus ou moins ailée. Et pendant ses vacances d'été, en 1912, il va aller à l'aérodrome d'Ambérieu, alors qu'il réside chez quelqu'un de sa famille. Ambérieu qui est dans l'Ain, c'est ça ? Voilà, qui est dans l'Ain, donc il y va à vélo et il voit des avions voler, il est émerveillé et il demande à l'un des pilotes s'il peut l'emmener en avion. Il a quand même 12 ans, et donc le pilote est un peu circonspect et lui dit « Est-ce que ta maman t'a autorisé ?»« Oui, je suis autorisé », ce qui était complètement faux. Et finalement, il l'emmène. Et cet avion, c'est un avion qui est pratiquement complètement inconnu des historiens. Quand je suis tombé sur sa photo, j'étais très étonné puisque la photo disait que cet avion était métallique, 1912. Ah oui, en effet. Et en fait, un passionné d'histoire a retrouvé la famille en question, donc c'était Wróblewski, d'origine polonaise. On a la photo de l'avion du baptême de Saint-Ex, et il a même été retrouvé le fanion qui est sur l'avion et l'hélice. Et en fait, il se trouve que Wróblewski est un constructeur d'avions, également de la région lyonnaise, qui a fait non pas un avion, mais qui a étudié une demi-douzaine d'avions, dont un certain nombre a volé. Donc déjà, vous voyez, Saint-Exupéry, sans le savoir, il rentre un peu dans l'histoire en volant sur un des premiers avions métalliques de l'histoire. Il semblerait que ce soit le 4e avion métallique seulement de l'histoire. En effet. Là, il a eu un déclic. C'était le baptême de l'air. Donc en 1912, donc il a 12 ans. Et donc, comme il est passionné d'aviation, après la Première Guerre mondiale, il va faire son service militaire à Strasbourg, au terrain du Neuhof, sur lequel il va voler sur un certain nombre d'avions, des Farman, des Spad. Et en fait, il va apprendre à voler au sein d'une société civile. Donc il va rentrer à l'armée et c'est là qu'il va obtenir un brevet de pilote militaire en 1921. Il va également passer par la grande base d'Istres, ainsi que par la base d'Avord et également au Bourget. Vous voyez, il va beaucoup voyager en France. Il va se fiancer avec Louise de Villemorin, qui lui sera d'ailleurs
très utile puisqu'elle lui payera des avions. Il l'aimait réellement aussi quand même. Oui, C'est quand même un grand amour. probablement. Il a aimé beaucoup de femmes. Oui. Alors comme il faut qu'il vive, il va notamment obtenir un emploi de représentant chez Sorer. Et puis tout en continuant l'armée, il va notamment devenir lieutenant en 1926. Et il va être embauché au sein de la compagnie aérienne française pour faire du transport aérien. Et c'est en 1926, et ça c'est très connu, qu'il est embauché par l'Aéropostale, le fameux Didier Dora. Voilà. Et comme c'est quelqu'un qui est plus ou moins un meneur d'hommes, qui a beaucoup de qualités au niveau des rapports humains, Oui. il va être très rapidement nommé chef d'escale à Cap Juby. C'est comme ça qu'on le retrouve en Afrique, où là il va assurer un certain nombre de vols sur des Breguet, sur des Latécoère. Enfin, c'est durant l'Aéropostale là, qu'il a rencontré tous ses amis, Henri Guillaumet, Jean Mermoz, tous. Et comme il a l'écriture facile, c'est ce qui en fait le poussera à sortir son premier ouvrage, Courrier Sud. Alors il va voler sur un certain nombre d'avions, d'hydravions notamment, des Latam, des Lioré-Olivier. Il va également apprendre à naviguer à Brest, donc au sein de la marine. Et en 1929, nouvelle promotion. Alors, contrairement à ce qui est dit, il n'est pas directeur de l'Aéroposta Argentine, mais en fait il est le directeur de l'exploitation de la filiale argentine de l'Aéropostale. Et notamment c'est là qu'il va inaugurer une liaison vers le sud de l'Argentine, plein sud. On a beaucoup de documents de l'époque, notamment des documents philatéliques, grâce à notre ami Colo, qui nous a quittés malheureusement récemment, qui était un très grand expert philatélique et aéronautique. Donc il inaugure un certain nombre de lignes aériennes dans la région. Et c'est là qu'intervient en 1930 le fameux épisode de la chute de Guillaumet dans les Andes. Oui, Ce que j'ai fait, même une bête ne l'aurait pas fait. tout à fait. Ouais. Où il va marcher jour et nuit dans la neige, le froid, pour essayer de revenir à la civilisation. Et c'est là qu'intervient un épisode tout à fait étonnant, que nous sommes un certain nombre à avoir pu vivre. Le gamin qui en fait a retrouvé Guillaumet s'est retrouvé au Salon du Bourget en 2001. Il a été retrouvé par des Français. Il était toujours vivant. Et ils l'ont donc amené au Salon du Bourget et sur une terrasse. Il a été présenté à une cinquantaine de personnes. Et je me souviens toujours, c'était un véritable Inca. Il était très digne, assis sur sa chaise. Il ne bougeait pas beaucoup. Et lorsqu'on lui a passé la parole, là vraiment son visage s'est illuminé. Et il a raconté la véritable histoire de la découverte. Alors en réalité, tout le monde cherchait Guillaumet, bien sûr. Donc, il y avait de fortes récompenses qui étaient promises, qui le trouveraient. Et le gamin, sa mère lui avait dit « Tu ne vas surtout pas dans cette direction ». Et bien évidemment, comme tout gamin qui se respecte, la première direction qu'il a prise était celle qui était interdite. Et c'est comme ça qu'il tombe sur une personne qui titubait, qui avait beaucoup de mal à marcher. Donc le gamin rentre à la maison, il prévient sa mère et ils reviennent avec, alors je ne sais plus si c'est un cheval ou un âne. Et Guillaumet n'a même pas réussi à monter sur la bête. Il a trébuché à plusieurs moments et finalement il a pu être ramené à la maison de cette dame, de ce gamin, et ils lui ont fait boire du lait. Il a bu, et puis après il s'est endormi pendant de nombreuses heures. Oui, sûrement. Et qui est venu le rechercher? C'est notre ami Syntex. Dès qu'il a su, il a sauté dans un avion, un Potez 29 pour être précis, et c'est lui donc qui l'a ramené. Il y a notamment cette célèbre photo où on voit Guillaumet hagard appuyé sur l'épaule de Saint-Exupéry. Et après, ils sont allés rechercher l'avion parce qu'il y avait encore le courrier qui était dedans. Oui, bien sûr, toujours la récupération. Oui. Alors c'est de cette expérience en Amérique du Sud qui sortira un deuxième ouvrage qui s'appelle Vol de nuit. Voilà. Alors là-dessus, il rencontre une belle salvadorienne, la fameuse Consuelo, Sunain Sandoval de son nom de famille.
avec laquelle il va se marier alors, à Aguet. C'est comme ça qu'on arrive maintenant dans le sud-est de la France, Voilà. pas loin de Fréjus en fait. Voilà. Par contre, le mariage civil aura lieu à Nice. Et Consuelo, eh bien, en fait, mourra à Grasse. Donc vous voyez, tout ça, ça se passe dans le sud-est de la France. Oui. D'ailleurs, j'ai retrouvé trace, on a retrouvé le cahier des vols de l'aéroport de Cannes-Mandelieu qui a été ouvert vers 1930 et j'ai trouvé trace de passage de Saint-Ex avec Sopronro Simoun à Cannes. Il avait aussi, si je ne me trompe pas, dans l'enfance, c'était le château de sa grand-mère dans le Var, à La Mole, je crois. Voilà, absolument. Donc décidément, c'est toujours Donc le sud-est. le aussi. château de La Mole, et que j'ai d'ailleurs pu rencontrer un de ses oncles, qui m'a expliqué qu'effectivement il s'asseyait à côté de ce grand chêne. Donc c'est un château qui se trouve juste à côté du magnifique terrain de La Mole, qui est en fait l'aéroport pour la Côte d'Azur. Assez difficile d'accès d'ailleurs. On peut visiter le château? Bah, moi j'ai pu le visiter. Hein, Oui, mais... Et donc je pense que c'est possible que par relation personnelle, à Oui, mon voilà. avis. Hein. Et d'ailleurs, théoriquement, en tout cas à l'époque, l'aéroport appartenait, c'est la famille de Foncolombe. Hein. D'accord. Donc Ah oui, c'est oui. la mère de Saint-Exupéry. Et d'ailleurs, elle est enterrée justement dans la chapelle qui est à côté du château. Ah oui, en effet. Donc j'ai pu là aussi voir sa tombe, c'était assez Ah, émouvant avec son aïeul. Bien sûr. Alors Saint-Exupéry, c'est un humaniste, comme vous disiez tout à l'heure, c'est un poète. Durant l'enfance, d'ailleurs, on le disait apparemment, un peu dans la lune, non pas uniquement avec son nez qui jappe à la lune, mais... Pique la lune. Pique la lune, voilà, mais apparemment il était très rêveur. Oui, effectivement, comme tout littéraire qui se respecte, cela étant, il était quand même pilote. Et quand on est pilote, artiste eh bien, aussi. Oui, et artiste, évidemment. Cela étant, lorsqu'on est pilote, il faut savoir naviguer. Hein. Oui, Donc, il quand savait même. naviguer, il a déposé des brevets, il faut Quand pas même. oublier, hein, des brevets sur la navigation notamment. Et il a suivi une école navale. Hein. Il a appris à naviguer aux étoiles, par exemple. Hein. Alors, dans les années 30, d'ailleurs, il va faire un peu d'hydravion hein, sur la ligne Marseille-Alger. Là, on revient en Europe. Il va même être pilote d'essai pour la TCOR. Il y a d'ailleurs quelques doutes, hein, parce que le Docavia sur l'histoire de la TCOR dit que c'est lui qui a fait le premier vol d'un avion. Et en fait, quand j'ai vérifié, ça ne coïncide pas, puisque ce jour-là, il était en train de revenir d'Amérique du Sud en paquebot. Vous voyez qu'il faut toujours être très prudent lorsque on parle de Saint-Exupéry. Alors, il va avoir d'ailleurs un incident sérieux en 1933 lorsqu'il va essayer à la TCOR au large de Saint-Raphaël. Il va manquer de mourir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que cet hydravion avait eu un changement de calage, donc l'angle des flotteurs par rapport à l'hydravion. Et lorsqu'il s'est posé, eh bien, malheureusement, les deux flotteurs se sont enfoncés dans l'eau tout de suite. Et donc, oui, il a donc manqué de mourir dans la baie de Saint-Raphaël avec cet hydravion dont les flotteurs avaient été calés suivant un angle différent par rapport au vol précédent. Ce qui fait que lorsqu'il a améri, eh bien, les deux flotteurs se sont brutalement enfoncés dans l'eau, l'hydravion a commencé à couler. Et le mécanicien avec lequel il était a pu effectivement s'extraire de l'hydravion et c'est lui qui, in extremis, a sauvé de la noyade Saint-Exupéry. Alors, entre-temps, l'aéropostale est finalement devenue Air France et en 1934, il va être envoyé pour une mission de reconnaissance dans l'Asie, notamment à Saïgon. Il va se promener avec des hydravions. En 1932, il était journaliste aussi. Oui, il a été journaliste, oui, tout à fait. Beaucoup de casquettes. Oui, non, mais justement, oui, il faisait des raids aériens, etc. Oui, il avait énormément, comme vous dites, de casquettes. Et justement, en matière de journalisme, ça fait une belle transition avec un autre moment où il a manqué de mourir. Il est effectivement envoyé en URSS pour faire un reportage. Et c'est à l'époque où il y a le plus gros avion du monde, qui est l'Antonov 20 Maxim Gorky, énorme avion, à bord duquel il va voler. Et je crois que c'est le lendemain, l'avion revole et est percuté par un chasseur qui faisait des évolutions hasardeuses autour, et donc tout le monde est tué. Donc là encore, il échappe miraculeusement à la mort.
C'est à cette époque que Louise de Villemorin va en quelque sorte lui payer son avion personnel, un Caudron Simoun, donc un très bel avion de Rennes qui a établi beaucoup de records du monde, de grandes performances au niveau mondial, avec lequel il va faire un tour de la Méditerranée. Et c'est avec cet avion qu'en 1935, il tente un raid Le Bourget-Saïgon. Et ça va assez mal se passer, puisque arrivé au niveau de l'Égypte et de la Libye, il prend la météo, qui lui donne un certain vent, et en fonction de ça, il continue de voler. Et à un moment, il pense qu'il est pratiquement arrivé, il descend, et boum, il percute la planète. Alors heureusement, en vol horizontal, ce qui s'est passé, c'est que le vent n'était pas du tout dans le sens indiqué, et donc il est descendu trop tôt. Et c'est là d'ailleurs qu'il y a une célèbre photo où on le voit à côté de l'avion, qui est pas trop endommagé, puisqu'il n'a même pas été blessé, mais il a fallu qu'il marche un certain temps, personne ne sait ce qui s'est passé, et finalement la nouvelle arrive au Bourget, il est vivant, il a été récupéré. Alors effectivement, il va être beaucoup impliqué dans tout ce qui est médias, audiovisuel, puisqu'il va écrire en 1936 un scénario pour le film Anne-Marie. Il va également commémorer le 100e vol entre Dakar et Natal, pour un film, à l'occasion duquel un film Atlantique Sud sera tourné. Et toujours la même année, il est envoyé en Espagne par le journal L'Intransigeant pour aller faire des reportages. C'est l'époque de la guerre civile. Et il y va avec un farman. Alors, grâce à Louise de Villemorin, il s'achète un nouveau Caudron Simoun. Un autre. Un autre, mais toujours un Simoun. C'est un excellent avion de niveau mondial, avec lequel il va tenter un audacieux raid au départ de New York vers la pointe sud de l'Amérique du Sud, donc entre Newark, pour être précis, et Puntas Arenas. Et c'est là qu'il va être grièvement blessé, parce qu'en fait, le problème, c'est lorsqu'il se pose pour une escale au Guatemala, je crois, au lieu de remplir son réservoir en litres, il y a une confusion entre les gallons et les litres, donc rapport 4, donc il a beaucoup trop chargé. Ah. Oui, parce que si effectivement, pensant qu'il avait des litres, ce sont en fait des gallons, il y a 4 fois plus. Et donc le résultat est qu'il se vomit au décollage, et là, il manque de mourir, fracture du crâne quand même, il a risqué amputation, et finalement, il va s'en sortir. Alors c'est ce qui explique que justement, par la suite, il aura un certain mal à s'installer à bord de certains types d'avions, pour lesquels la montée est un peu acrobatique. C'était pas 3 marches et on est dans l'avion. Et je pense notamment au Lightning, on rentrait pas dans un Lightning comme ça. Que c'est effectivement à Guatemala City qu'il a eu ce très grave accident. Alors c'est l'époque où il va sortir un nouveau livre qui s'appelle Terre des Hommes. Alors il va de nouveau rentrer dans l'histoire peu après. Ça c'est en 1939, Terre des Hommes. Oui, c'est effectivement début 1939. Et au mois de juillet, il va participer à un vol exceptionnel. Alors c'est vrai qu'à l'époque, la France n'est plus autant en pointe dans l'aviation mondiale qu'elle l'était auparavant. Je situe la bascule d'ailleurs avec Lindbergh, 1927. Jusqu'en 27, c'est la France, et puis après, ce sont les États-Unis de plus en plus. Néanmoins, il y a encore quelques exploits, et notamment Air France avec un Latéco Air, un gros hydravion, le Latéco Air 521 immatriculé F Nord, NORD, comme Atlantique Nord. Il va y avoir un vol direct depuis Biscarrosse jusqu'à New York, qui sera sans escale. Les conditions étaient favorables. Et pour le retour, dans la nuit du 14 au 15 juillet, ce Latéco Air va en fait faire une directe entre les États-Unis et la France et obtenir ce qu'on appelait à l'époque le ruban bleu, c'est-à-dire le record de vitesse sur une certaine distance. Et dans cet avion piloté par Guillaumet, il y a un passager de luxe qui est Saint-Exupéry. Donc là encore, il rentre dans l'histoire. Alors bien sûr, c'est l'arrivée de la Deuxième Guerre mondiale,
Et là encore, il va rentrer dans l'histoire française, puisqu'en fait, il est dans la 33e escadrille de reconnaissance, Oui, c'est ça. Oui. Oui. qui est d'abord équipée de Potet 63. Alors la reconnaissance, il faut quand même dire un peu à nos auditeurs ce que c'est. Donc la reconnaissance, ça consiste à aller observer ce qui se passe. Prendre des photos. Voilà, prendre des photos, revenir faire des comptes rendus sur ce que l'on a vu, là où il y a des batailles, où là il y a des mouvements de troupes allemandes, etc. C'est des avions qui est équipés donc D'un système. d'appareils photo perfectionnés avec des grandes focales En dessous, qui sont montées fixes et qu'ensuite il faut déclencher au moment opportun. Et puis bien sûr c'est la guerre, donc on ne va pas attendre qu'il fasse beau pour aller faire des photos. Donc, il y a certaines missions qui vont être extrêmement hasardeuses et puis en plus il y a la chasse ennemie qui bien sûr ne laisse pas faire. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un nouvel avion qui arrive en ligne dans l'armée de l'air à l'époque, qui est le SO 160, enfin le Bloc 174, donc Marcel Bloch, qui deviendra après la guerre Marcel Dassault. C'était en fait le nom de résistant de son frère, Char Dassault, ça vient de là. Et en fait, la première mission de guerre du Bloc 174, c'est lui qui l'a fait, en tant que pilote. On a la date, on a même le numéro de l'avion, on a les photos. Et il va y avoir, donc ça se passe le 29 mars, et peu après, le 23 mai, il va y avoir justement une mission photo extrêmement difficile, dans des conditions météo épouvantables, avec la chasse ennemie qui rôde. Et la reconnaissance, c'est Arras. D'où le livre. Il va appeler ensuite pilote de guerre, mais qui, en Angleterre, dans les pays anglo-saxons, est appelé Fly to Arras. Ah, d'accord. Parce qu'effectivement, ce livre correspond à cette très difficile mission. D'accord. Donc on est en mai 1940, et puis comme on sait, c'est la débâcle. Et là, j'ai un peu sursauté, parce que il est de bon ton de ceux qui connaissent bien Syntex, de dire que c'est un mauvais pilote. Alors effectivement, il y a eu des accidents. À l'époque, les accidents, c'était malheureusement chose courante. Et il y en a un certain nombre qui en sont morts, et qui étaient de très bons pilotes, malgré tout. Et alors, déjà, la première réponse évidente, celle qu'avait notamment faite le général Robineau, qui était le directeur du service historique de l'armée de l'air. À ma connaissance, Didier Doirat n'embauchait pas de mauvais pilotes. Voilà quelque chose de bien dit. Mais j'ai trouvé un autre élément. Oui. Parce qu'en fait, en juin 1940, c'est un peu la débandade. Tout le monde cherche à rejoindre le général, par tous les moyens possibles imaginables, à pied par les Pyrénées, par avion bien sûr pour les pilotes, d'abord vers le sud ou même directement vers l'Angleterre. Et à l'époque, on demande à Saint-Exupéry d'aller à Bordeaux récupérer un quadrimoteur, un Farman 222. Oui, nous sommes en juin 1940 et tout le monde cherche à rejoindre le général à Londres par tous les moyens, à pied par les Pyrénées ou en avion pour les pilotes. Et c'est là que l'on demande à Syntex d'aller récupérer à Bordeaux un quadrimoteur, le Farman 2222. Et en plus, de transporter à bord des huiles, des généraux, pour les emmener en Afrique du Nord. Or, j'ai vérifié, auparavant, ils n'avaient jamais volé sur quadrimoteur, et surtout pas sur ce Farman. Donc ça veut dire que notre ami Antoine, qui paraît-il est un mauvais pilote, il arrive à Bordeaux, il rentre dans un avion inconnu avec 4 moteurs, et en plus, on lui demande donc de faire un transport officiel de personnalité. Eh bien, il le fait. Donc voilà comment on peut dire qu'en fait, c'est un pilote, un bon pilote et un pilote très expérimenté. Alors, comme on sait, il va partir aux États-Unis. Il n'aime pas il n'aime pas le général de Gaulle. Donc, il décide d'aller plein ouest, au-delà de la très grande mare, et il se retrouve à l'est des États-Unis. Et à New York. Oui, enfin, il va un peu se promener. Il va également aller trouver une très belle villa dans la région. Plus au sud, oui. Et comme il dessine beaucoup de petits personnages, parce qu'il aimait beaucoup l'art, la peinture, le dessin, les beaux-arts. Un jour, un Américain lui dit, mais
c'est joli tes petits dessins là, est-ce que tu pourrais pas écrire quelque chose? Les petits dessins, c'était Le Petit Prince en Et fait. voilà, il lui est apparu. Et voilà, contrairement à ce que certains disent, qu'il était parti aux États-Unis pour chercher de l'argent pour publier Le Petit Prince, à l'abri de la guerre. En fait, c'est tout à fait l'inverse. Hein. Il lui a été demandé d'écrire un conte correspondant au dessin qu'il faisait. Et c'est comme ça qu'en 1943 sort un livre qui s'appelle The Little Prince. C'est après que sortira la version française. C'est Alors, d'ailleurs sur une table, hein, je crois qu'il avait commencé à dessiner oui. une table de restaurant avec des amis. C'est ça. Ouais. oui, d'ailleurs, il était hébergé dans une très belle propriété appartenant à une famille connue. Hein. Cela étant, il veut toujours se battre. Alors, il va. Oui, c'est un homme d'action, comme on dit. Hein. Alors C'est déjà, un homme, il va intervenir aux États-Unis sur la radio, dans les médias, pour la France. pour pouvoir combattre, promouvoir le combat contre les nazis. Ah oui. Et il joint le geste à la parole, puisqu'il revient en Europe et par ses relations, à très haut niveau, hein, les grands généraux américains, il réussit quand même à pouvoir à nouveau voler. Donc il retourne en école et il va finir par être autorisé à voler sur Lightning. En Sardaigne, non, c'est pas ça, c'est au départ? Alors en fait, ça va être très progressif. Parce que d'abord, il va être autorisé à voler en tant que, entre guillemets, passager sur des bombardiers moyens français, hein, des B-26, des maraudeurs, du groupe de bombardement 1-22. Et il va se débattre, mais comme c'est inimaginable, au plus haut niveau. Hein, il va s'imposer, il va profiter de repas officiels avec des grands généraux, pour réussir finalement à avoir des entretiens et avoir l'autorisation de voler sur Lightning. Alors à l'époque, on est donc en 1944, ce qui veut dire qu'il a 44 ans. Donc il n'est pas autorisé à voler sur des avions comme ça par les Américains. Ces Lightning sont des Lightning qui volent au sein de l'armée de l'air, mais ils sont fournis par les Américains. Ce sont les Américains qui ont le dernier mot. Et pourquoi il y avait un âge limite ou... Bien sûr, il y avait un âge limite. Ce sont des avions. Alors en fait, le Lightning, à l'origine, c'est un avion de chasse. Hein. On ne fait pas piloter un chasseur à un vieux de 44 ans. Hein. Donc finalement, il a le droit de le faire, d'autant plus que le Lightning en question, et là, il faut être très précis. Je pense à l'énorme controverse qui va exploser au large de Marseille quelques années après. Donc les Lightning sur lesquels il volait étaient des Lightning photo. Un peu de technique, donc reconnaissance toujours. Je pense que son idéal n'était pas du tout d'être pilote de chasse. Hein. Tuer quelqu'un d'autre, c'était pas son truc. Non, du tout. Il n'a jamais piloté de chasseur d'ailleurs. Hein. Bon, on dit que dans les années 20, il aurait volé sur un SPAD de chasse, mais ça me paraît douteux parce qu'il aurait été en passager. Je ne voyais pas trop comment il aurait pu être en passager avec un pilote de chasse. Hein. Et donc le Lightning au départ est un avion de chasse très spécial, créé par le fameux Kelly Johnson, hein, celui qui a créé le fameux U-2, le Starfighter, le Blackbird, c'est un des plus grands ingénieurs de l'histoire, les fameux Skunk Works de Lockheed en Californie. Et il était tout jeune à l'époque et il fallait faire un avion qui aille vite et les moteurs n'étaient pas puissants et donc il a eu l'idée de faire un bimoteur, d'où la configuration dite bipoutre, avec un nez disponible pour mettre toute une batterie de gros canons devant. D'où la possibilité de tomber le nez en question et de le remplacer par un nez photo, bourré de caméras. Alors comme il était bimoteur, cet avion volait très haut. Et dans ces conditions, il n'avait pas besoin d'être armé pour faire de la reconnaissance photo. Il volait à 10 000 mètres, et puis il volait vite. Et j'ai bien vérifié, puisqu'on a les carnets de vol de Saint-Exupéry, il n'a jamais volé sur ce que tout le monde dit, P-38. Dès que quelqu'un me parle de P-38, j'arrête la conversation parce que c'est pas sérieux. Donc il a volé sur les versions photo qui étaient du type F4 ou F5. Et pour être encore plus précis, ces carnets de vol montrent qu'il a volé sur les F4A, les F5A et les F5B. Donc les sous-versions diverses et variées, avec des moteurs différents d'ailleurs. Dans le cadre des recherches de l'avion de Syntex, c'était important parce qu'on pouvait différencier facilement un F4A d'un F5B rien que par le moteur. Et suite à son accident,
grave accident, eh bien, il avait beaucoup de mal à monter à bord du Lightning. Eh oui. Même pour mettre sa combinaison de vol à haute altitude, hein, puisque à 10 000 mètres, il faut sous oxygène, c'était tout un cérémonial pour l'équiper et le faire monter dans l'avion. Alors comment ça s'est passé là? Là, il était en Sardaigne ou en... Donc il était basé en Corse, à Oui. Borgo, et effectivement, le 31 juillet 1944, il décolle très tôt. Alors, pardon, on dit qu'il était fatigué. Alors ça c'est vrai. En fait, on ne saura jamais ce qui s'est passé la nuit en question. Mais moralement aussi, La nuit je du pense. 30 au 31. Parce qu'en fait, on ne sait pas où il était. Il devait probablement avoir un rendez-vous galant, au point qu'au petit matin, parce que c'était un décollage tôt, au petit matin, au briefing, ben, c'était le pilote de remplacement qui était au briefing. Ah. Et tout d'un coup, il y a Antoine qui arrive. Alors là, le pilote a tout de suite compris que ce n'était pas lui qui allait voler. Oh là là, ouais, Donc bah il oui. était certainement fatigué. Cela étant, il partait pour un vol de plusieurs heures, puisque la mission, c'était quand même une reconnaissance sur Annecy-Chambéry. Oui. Alors là aussi, il y a beaucoup de stupidités qui sont prononcées, notamment que les Américains leur ont autorisé à faire que 5 vols, alors qu'en fait, lorsqu'on fait le décompte, il en est déjà à son, je ne sais plus, 8e ou 9e vol. Et en fait, lorsqu'on analyse en détail le détail des vols, on constate que c'était un vol tout à fait courant, il n'y avait aucune limitation, au point d'ailleurs qu'on ne sait même pas à quelle heure il a décollé. Mais il y avait un trafic énorme, c'était la guerre, on ne sait pas à quelle heure exacte il a décollé, au milieu de plein d'avions. Et puis il ne revient pas. Alors, il ne revient pas. Alors, La mission était clairement une mission de reconnaissance sur Chambéry-Annecy. Et d'ailleurs, depuis, on a même retrouvé dans l'équipe d'identification qui était pilotée par Philippe Castellano de Cannes, un grand spécialiste dans la matière. Il avait en fait aussi une mission sur Marseille. Lorsque on a découvert ce qui semblait être son avion à Marseille, on a eu plein d'hypothèses. Moi, par exemple, une de mes hypothèses, c'était, j'avais constaté qu'assez régulièrement, il y avait des pannes d'oxygène sur le Lightning. Et donc, ça pouvait très bien être, tout d'un coup, une perte de connaissance et l'avion qui, naturellement, continue. Alors, pourquoi tomber à Marseille? Parce qu'il y avait suffisamment d'essence pour aller plus loin, puisqu'il fallait qu'il revienne en Corse. Voilà. alors c'est, paraît-il, hein, encore une fois, entre Cassis et La Ciotat, c'est ça? Il serait tombé? D'abord, je voudrais dire une petite Oui, chose aussi oui, qui oui. est intéressante, Oui. parce que c'est une recherche policière, finalement. Ah, complètement, là. Oui. Et j'avais notamment remarqué, et c'est confirmé par écrit, il y a eu un très bon ouvrage fait par Patrick Erhardt, qui en fait a analysé par le menu tous les vols de la 33e escadrille, connaissance, et de laquelle il ressort qu'en fait, il y avait évidemment une spécialisation au sein de l'escadre. Il y avait ceux qui faisaient les reconnaissances vers le nord, et ceux qui faisaient les reconnaissances vers l'ouest. Pourquoi cette spécialisation? Parce qu'un bon pilote de reconnaissance, il faut qu'il connaisse parfaitement ce qui est en dessous de lui. Donc on n'avait pas demandé à Saint-Ex d'aller reconnaître du côté de Toulouse, alors qu'il ne connaissait pas aussi bien que ce qu'il faisait sur l'axe rhodanien. Bien sûr, c'était un des grands mystères de l'histoire de l'aviation, avec l'Oiseau Blanc, avec Amelia Earhart, et tout le monde a cherché, tout le monde a vu Saint-Ex. Il y avait même un Niçois qui disait qu'il avait vu Saint-Ex passer avec son Lightning dans la vallée du Var, enfin vraiment n'importe quoi. Le squelette de Carteran, dont on a vu que c'était en fait le squelette d'un soldat allemand, et surtout l'épisode du roman. En fait, une revue allemande qui a publié un history disant que c'est la revue Der Lancer, sur la couverture de laquelle il est marqué roman, qui explique que un certain Eichele a abattu Saint-Ex avec son Focke-Wulf 190D. Sauf qu'à l'époque, l'avion en question n'était pas encore en service, et de toute façon c'est un roman. Mais tout le monde est parti là-dessus. Et notamment, il y avait l'ancien président de l'aéroclub UAK à Cannes qui, tous les ans, allait déposer une gerbe, jetait de son avion une gerbe dans la baie de Cannes en disant « c'est là qu'est l'avion de Saint-Ex ». Il a d'ailleurs annoncé ça lors d'une conférence dans le magnifique amphithéâtre de la citadelle de Villefranche, en présence de l'armée de l'air, c'était au moment de la guerre du Kosovo, et il conclut sa conférence en disant « voilà, il est donc au large de Cannes ». Mais il y a quelque chose que j'aime pas très bien chez Saint-Ex, c'est l'aspect militaire. Il y avait là le commandant de l'armée de l'air qui est
a commencé à sortir en disant mes camarades sont en train de se battre à l'heure actuelle au Kosovo, ce que vous venez de dire est inacceptable. Donc quand même il s'est rendu compte de l'erreur qu'il avait faite. Et puis il dit, et d'ailleurs le commandant, il dit, d'ailleurs ça tombe bien, nous avons dans l'assistance Philippe Castellano qui est en train d'identifier l'avion. Et donc il a dit, bah non, c'est un roman tout ça. Alors en fait, Syntex n'aurait pas été descendu par un chasseur. Bah à l'époque on ne sait toujours pas. Hein. D'ailleurs, moi, j'ai un ami qui un jour m'a annoncé, c'est d'ailleurs comme ça que je suis rentré sur Saint-Exupéry, qui m'a dit que quand il était gamin, à la fin de la deuxième bière, en se promenant dans les Stérails, il est tombé sur un Lightning avec du sang sur le pare-brise. Alors là, je me suis glacé. Je me dis quoi Ben oui, mais alors, tu te rends compte, on le cherche partout, c'est peut-être l'avion de Syntex, mais en fait, c'était pas ça non plus. Hein. Non. Et donc là-dessus arrive, en 1998, la bombe. Alors moi, souvent, je dis qu'en fait, c'est la sardine au carré. Un pêcheur marseillais qui trouve la gourmette de Syntex au large de Marseille, personne n'y croit. Alors, je me souviens, le lendemain au travail, tout le monde me disait, mais attends, c'est quoi cette histoire? C'est complètement fou. Alors en fait, c'est par mauvais temps, Jean-Claude Bianco avec son adjoint Habib Benamor, qui comme d'habitude chalutait sur toujours les mêmes axes, au large de Marseille, par très mauvais temps, il pleuvait fort. Et puis il retourne au port le soir, et puis d'habitude il vide le filet qui est rempli de saleté. Et là il y avait une concrétion. Hein. Et tout d'un coup, Benamor il voit que de la concrétion, quelque chose qui brille et qui dépasse. Donc il va voir Jean-Claude Bianco. En fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà à l'époque, ils avaient l'habitude de travailler avec Philippe Castellano dans les recherches d'épaves. Et donc Philippe leur avait dit, attention, hein, quand vous tombez sur une compression, vous la cassez avant de l'acheter. Parce que évidemment, les pêcheurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est des poissons. Et là, en plus, un truc qui dépasse, il gratte et il voit Antoine. Oh. Ouais. Et comme dit Jean-Claude, c'est mon deuxième prénom, Antoine. Et là, il panique. Parce que lui, Syntex, il connaît vaguement, mais sans plus, quoi. Hein. C'est sa femme qui connaissait mieux, qui avait lu. Et donc, il rentre à la maison le soir, et là, son réflexe immédiat, c'est Deleuze. Deleuze, le créateur de la Comex, de Marseille, qui connaît très bien. Donc, il va tout de suite voir Deleuze, Voilà, il dit, tu te rends compte ce que tu as trouvé? Je la mets au coffre. Et le lendemain, il se précipite avec ses moyens sur la zone pour essayer, avant que la nouvelle ne soit donnée, essayer de retrouver l'avion, quoi, pour avoir un truc plus solide que la simple gourmette. Évidemment, ils ne trouvent rien. Et c'est le début de la controverse, sur laquelle ils n'ont pas fait la déclaration à temps, etc. etc. Il va faillir en mourir d'ailleurs, hein, Jean-Claude Bianco. Il a été accusé de, falsification d'aller dans une sépulture qui normalement ne devait pas être ouverte, de falsification, d'avoir fait une fausse gourmette, enfin des choses complètement inimaginables. Il avait des papillons le soir sur sa voiture, voleurs, etc. Il a fait un AVC, il a failli en mourir quand même. Et puis, Philippe Castellano constitue une équipe avec tout le monde, les experts. Notamment quelqu'un de la marine qui s'est intéressé au Lightning, a essayé d'avoir des documents techniques, parce que maintenant, il fallait trouver l'avion. Et c'est là que des gens commencent à se manifester. Donc il y a par exemple... alors il y avait un inspecteur d'académie de Cassis, Jean-Claude Caillol, qui avait fait son service militaire dans le sud-ouest de la France et qui un jour était tombé au large de Cassis sur un morceau d'avion qu'il avait immédiatement identifié comme un élément de Lightning, donc le bout de la poutre et le bas de l'empennage vertical de la dérive droite. Donc il se manifeste auprès de Philippe Castellano, l'équipe. Donc déjà un élément de Lightning, dans la zone, grosso modo. Alors ce qu'il faut savoir, et c'est important, c'est qu'en fait, nos amis pêcheurs, ils chalutent sur zone, donc ils font des allées et venues, et au passage du chalut, il y a les éléments sont déplacés. Donc déjà, c'est pas parce qu'il y a un Lightning là qu'il était là à l'origine. Et là, il y a une autre personne qui se manifeste, c'est Luc Vanrel. Alors Luc Vanrel, il était déjà connu, c'est lui qui a photographié la grotte Cosquer. C'est un plongeur très expérimenté, professionnel. Et lui, il ne connaît rien aux avions. Et son premier réflexe, d'ailleurs, c'est de contacter son ami américain. Il ne connaît pas encore l'équipe de Philippe Castellano à Cannes. Il y a deux pôles, finalement. Il y a le pôle Marseille et le pôle cannois. Et son ami, c'est Curtis, d'ailleurs. Curtis, et lui dit, oui, effectivement, ce que tu as là, c'est un élément de Lightning. Bon, et finalement,
Il se raccroche à l'équipe avec Philippe Cassiano, il y a un groupe qui est créé, et c'est là-dedans que je rentre aussi en tant qu'historien, enfin fanatique d'histoire de l'aéronautique, et notamment une de mes spécialités, ce sont les immatriculations d'avions. Parce qu'en fait, si on veut identifier un avion, c'est comme une voiture, hein. Il y a le numéro de série constructeur, ce qu'on appelle le constructor's number, et le serial number de l'US Air Force. Enfin à l'époque c'était l'US Army Air Force, donc le serial number. Et donc Syntex, on sait que le serial number il se termine par 322 et on connaît par correspondance le numéro Lockheed. Et là j'avais bien dit, attention, il faut trouver un numéro Lockheed à 4 chiffres. Et c'est toujours par série de 1000, donc 1000, etc., 2000, 3000, 4000. Et notamment, il y a une manip qui a été organisée par Philippe Cassiano avec Delot, c'était d'aller au large de Cassis pour essayer de récupérer une épave de Lightning. Alors, ce que Cassiano en fait avait fait, qui est très important, il avait fait la liste de tous les Lightning tombés en Méditerranée. Et tous étaient connus, identifiés, positionnés. Et les éléments qu'on avait, notamment Van Rel, les éléments qu'il avait, c'était un élément de poutre gauche au niveau du moteur, avec le turbocompresseur. Comme il volait haut, l'avion, il y avait un turbocompresseur pour établir la pression en altitude. Et un train d'atterrissage gauche, un type bien particulier. Et donc tout ça, c'était en supplément au Lightning connu. Donc déjà, la logique voulait qu'on avait bien les éléments de l'avion de Syntex. Mais tant qu'on n'avait pas formellement un numéro constructeur, un numéro de série, ce qui nous est ragé, c'est que l'élément de Caillol, il était juste en dessous du serial number de l'US Air Force, qui était plus haut sur la dérive, donc ça on l'avait pas. Et donc avec la controverse, bon je passe les détails, y compris que la famille, ça s'est pas bien passé au début, on a fini par obtenir l'autorisation. Alors, l'analyse des éléments du Lightning de Cassis, c'était 2 Lightning, des P-38 là, de l'US Air Force, qui étaient tombés à quelques minutes d'intervalle au large de Cassis, mais en fait, c'était au large de la Ciotat d'ailleurs, pour être précis. Mais bon, on n'a pas trouvé, on avait remonté une aile, on n'a pas trouvé de numéro de série, numéro constructeur sur les éléments repêchés, donc on est toujours dans le bleu. Et puis avec la controverse, bien sûr, on ne touchait plus à rien. Et finalement, dans l'équipe, il y avait une autorité en matière de déclaration, Grandjean, qui a pu nous obtenir une autorisation de l'organisme auquel il faut qu'on déclare tout et pas, qui a pu nous obtenir l'autorisation de remonter. Et tout ça a été envoyé chez Becker, dans la boîte Géocéan, dans la région de Marseille, qui a commencé avec l'équipe à faire un nettoyage des éléments récupérés. De l'avion sont chez Géocéan et toute une équipe nettoie ça en espérant trouver un numéro. C'est un collègue de l'aérospatiale, Cannes, qui en fait va retrouver le numéro magique, le numéro Lockheed 2734L. Et miracle, c'est pas une plaque qui a été rivetée, c'est en fait poinçonné dans la structure de la poutre du Lightning. Donc là, on ne peut même plus être accusé d'avoir fait une fausse plaque d'identification. Et il y a le L qui est magique, parce que le L, ça veut dire left. Et en fait, en regardant de près les caractères, on s'aperçoit que le L, c'est en fait un 7 à l'envers. Donc on voit l'ouvrier en train de prendre le poinçon 7, de le mettre à l'envers pour indiquer que c'est left. Mais malgré ça, Philippe Cassiano, toujours super méfiant, va contacter le fameux musée NASM de Washington, le National Air and Space Museum, pour voir s'il n'y a pas un Lightning à peu près de la même époque que celle de l'avion de Syntex. Et bingo, ils vont retrouver le même type de numéro au même endroit de cet avion, à peu près de la même tranche. Donc la Messédite. Et là, ça y est, tout le monde reconnaît, on a retrouvé l'avion de Syntex, qui est effectivement une histoire complètement folle. Et donc celui qui a trouvé le numéro, c'est l'ami Briand Sivoct. Donc au large de la Ciotat. Ingénieur, au large de Marseille. Oui, on va dire Marseille de la Ciotat. Mais on ne saura jamais où exactement il est tombé. Alors cette gourmette, par contre, et alors, la dérivée. Et alors un peu plus tard, tout d'un coup, il y a, par l'intermédiaire de Lino von Gartzen, un historien allemand de Munich, on est en contact avec un certain pilote de chasse allemand qui dit « c'est moi qui l'ai abattu ». Alors au début, tout le monde est très méfiant, on s'empresse d'aller regarder quel est son palmarès. Oui. On s'aperçoit que
il a un certain nombre de victoires, mais que, comme par hasard, il s'arrête de voler pendant un mois. Au moment du 31 juillet, il ne vole pas. Il semble ne pas voler. Ah bon? Donc, on est très dubitatif. Hein. Moi, à l'époque, j'avais même proposé de prendre le pilote en question dans mon Robin et de rejouer avec lui le vol. Hein. Ça peut toujours éveiller les souvenirs. Hein. Il avait une douzaine de victoires, hein, donc c'est pas un nombre énorme. Hein. Donc ça serait pas lui? Donc on avait toujours des doutes. Oui. Et puis finalement, eh bien, tout ça, c'est... Parce qu'en fait, il faut se mettre à... Alors d'abord, il n'a pas su le lendemain, tout de suite, qu'il avait abattu Syntex. Hein. Non, tout à fait. Il a abattu un Lightning qui apparemment ne se défendait pas. Bah oui, il était peut-être fatigué, justement. Hein. C'est ce que je me disais récemment, bah oui. après son vol. Et il n'avait peut-être pas vu, etc. Donc ce pilote, c'est Horst Rippert. Et c'est après qu'il apprendra que visiblement c'est lui qui a descendu Saint-Exupéry, et là j'en ai fort mari, parce que comme beaucoup d'Allemands d'ailleurs, il appréciait l'homme de lettres. Et finalement, il va y avoir une réunion avec l'un des deux neveux de Syntex, François Daguet, et Lino von Gartzen, l'historien, qui vont aller voir Horst Rippert. Et il y a des photos très émouvantes où on voit effectivement tout ce beau petit monde ensemble. Donc voilà, la mécénite, maintenant c'est confirmé que c'est lui. Et ce qui est intéressant, c'est que Horst Rippert a un frère qui est très connu, Ivan Rebroff. Étonnant, hein? C'est étonnant, oui. Voilà, donc c'est une merveilleuse histoire que cette identification. Et qui est devenue cette gourmette avec au dos, donc il y a Antoine de Saint-Exupéry et au dos Consuelo, c'est ça? Il y a l'adresse de son éditeur à New York. Et cette gourmette, cette gourmette, ainsi d'ailleurs que les éléments récupérés de l'avion, sont exposés à différents endroits, notamment au Musée de l'Air et de l'Espace au Bourget. Par exemple, entre la première génération de Lightning et la deuxième, il y a eu un changement d'architecture du train d'atterrissage où l'axe était devenu de section carrée et non plus cylindrique. Et chaque fois, on tombait sur un élément qui pouvait correspondre au type de Lightning sur lequel volait Syntex. Ah bah oui. Donc sans arrêt, ça se rétrécissait, jusqu'à que Horst Rippert se manifeste. Alors l'intéressant, et c'est là aussi qu'on voit que le croisement des informations est utile, il se trouve que Philippe Castellano s'est fait connaître initialement lorsqu'il a analysé la chute d'un Liberator à Cannes, qui était tombé sur la ville de Cannes, abattu par un pilote de chasse allemand. Et comme il y a eu les survivants du Liberator, lorsque Horst Rippert s'est manifesté, c'est lui qui pilotait le Messerschmitt qui avait abattu le Liberator de Cannes. Donc Philippe Castellano a pu croiser les informations. Oui. Donc en fait, pour une gourmette, on a plusieurs identifications. Je voudrais juste dire une petite phrase du poète qu'il était. Et il y a quelques phrases que j'ai relues l'autre jour de ce qu'il avait écrit à un moment donné. Quand il avait apparemment fait son baptême de l'air à Saint-Maurice de Rémins, dans l'Ain, à un moment donné, il écrit « Les ailes frémissaient sous le souffle du soir, le moteur de son chant berçait l'âme endormie, le soleil nous frôlait de sa couleur pâle. » Merci, M. Philippe Yang, de nous avoir éclairé sur Saint-Exupéry et surtout sur sa disparition, bien sûr. Nous rendons hommage à cet homme et nous sommes sûrs que son petit prince reste auprès de lui, dans les étoiles. C'est le deuxième livre le plus vendu dans le monde après la Bible. Bien sûr. Et traduit dans plus de 100 langues. À très bientôt pour d'autres émissions aéronautiques.